Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes là pour un sujet grave, un sujet paranormal, un sujet qui se fait de plus en plus fréquent. Alors, je vous prie de bien rester concentré, de bien suivre cette vidéo, parce que ça va certainement vous mettre en doute toutes les croyances que vous avez eues jusqu'à ce jour. Alors, il s'agit de l'histoire de James Leninger. Je mettrai son nom soit là pour que vous puissiez mieux lire son nom. Et cette histoire se passe dans les années 2000 aux États-Unis. En l'an 2000, cet enfant a 2 ans. Il commence à faire des cauchemars, un cauchemar, deux cauchemars, mais des cauchemars qui vont devenir répétitifs au point d'empêcher ses parents de dormir. Les parents vont s'inquiéter du fait que leur enfant fait tout le temps des cauchemars. Ils vont même emmener cet enfant chez un psychologue. Le psychologue va les rassurer et va leur dire que c'est juste des cauchemars et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Mais les cauchemars vont reprendre de plus belle et vont de plus en plus fatiguer l'enfant. L'enfant va se mettre à hurler les nuits, à transpirer. Et personne dans la maison ne pourra dormir pendant ces nuits. Ça sera des nuits blanches. Mais à un certain moment, pendant les nuits, l'enfant va commencer à parler de ce qu'il voit dans ses cauchemars. Et l'enfant va répéter les mots. Il commence à raconter à ses parents ce qui se passe dans ses rêves sur les mots suivants. Avion qui crache, le petit homme ne peut pas sortir. Ses parents sont intrigués et ils se rendent compte que tous les soirs, c'est la même chose que le petit garçon raconte, la même chose que le petit garçon dit lors de ses cauchemars. Il se rend compte donc que c'est le même cauchemar que le petit enfant fait chaque nuit. Plus tard, l'enfant va commencer à gribouiller sur les papiers à dessin. Et devinez ce qu'il va commencer à gribouiller: des avions de guerre précisément, des avions qui sont en combat. Bizarre, non? Comment un petit enfant de 2 ans peut se mettre à gribouiller de choses pareilles? Généralement, les enfants de cet âge ne pensent pas à la violence, mais cet enfant les intrigue de plus en plus. Puis, à l'âge de 3 ans, il va convaincre ses parents de l'emmener dans tous les meetings aéronautiques. Chose étonnante, l'enfant aura des connaissances inouïes pour son âge sur les avions, surtout les avions de guerre, parce que c'est à des avions de guerre qu'il va s'intéresser le plus. Au point où, lors d'une balade auprès des avions de guerre, l'enfant va repérer un avion particulier et va dire à sa mère que ce type d'avion, les roues de ce type d'avion se dégonflent vite. La mère serait intriguée parce qu'un enfant qui n'a jamais étudié les avions, comment il fait pour avoir ce genre d'informations sur les avions? Un autre jour, la mère va se promener avec le fils bien évidemment et le père dans cet endroit où on retrouve des aéroports de guerre, parce que figurez-vous, c'était devenu une passion pour leur fils de 3 ans. Et pendant qu'elle se rend en train de marcher, elle va remarquer un avion avec une bosse en bas. Et pour voir ce que son garçon va dire, elle va appeler son petit garçon, elle va dire: James, viens. Et quand James va venir, elle va lui dire: regarde, il y a une bombe en dessous de cet avion. Et devinez ce que son fils va dire: non maman, ce n'est pas une bombe, mais c'est le réservoir de cet avion. La mère sera étonnée des connaissances de son fils et les parents vont donc commencer à en parler avec les autres membres de la famille, les oncles, les tantes, les grands-mères. Tout le monde va donner son hypothèse, mais il y a une hypothèse particulière qui va retenir l'attention de tout le monde. Ça sera l'hypothèse de la grand-mère. La grand-mère insinuera qu'il s'agirait peut-être d'une vie antérieure dont l'enfant se souvient, de son ancienne vie, et peut-être que cet enfant était en fait un ancien soldat. Les parents, compte tenu de leur religion, vont trouver cela absurde, mais cela ne va pas empêcher le père de quand même se pencher sur cet aspect. Alors, il va appeler son fils à côté. Il va essayer de prendre de plus en plus d'informations, essayer de voir s'il a plus de précision
sur cette vie si jamais ça. Une des premières questions que le père va poser à son fils va demander, mais comment était cet avion? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet avion? Et figurez-vous que le fils va répondre à son père, ce n'était pas un avion, c'était mon avion. Il va faire la précision. Premier aspect qui va bien sûr attirer l'attention du père. Et le fils va continuer, il va dire, c'est mon avion qui s'est crashé dans le Pacifique. Et son père va lui demander pourquoi il s'est crashé. Il va dire que c'était lors d'un raid et que ce sont bien sûr les Japonais qui ont tiré sur cet avion, qui l'ont attaqué et cet avion s'est écrasé dans le Pacifique. Et là, le père comprend donc qu'il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Certainement. Et le fils va apporter une autre précision très importante. James va parler d'un de ses amis dont il se souvient, qui était avec lui, mais pas dans le même avion. Il va parler d'un certain Jack. Alors, face à tant de précisions, le père décide donc de mener des enquêtes, de faire des recherches. Parce que cette affaire commence de plus en plus à l'intriguer. Le garçon semble parler d'une vie qu'il a vécue. Alors, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'invention, même comme c'est déjà invraisemblable, il décide de mener ses enquêtes. Et ces enquêtes vont se révéler être toutes les informations que James aura données vont se révéler être vraies. Hallucinant. Franchement, hallucinant. Je ne sais pas comment vous voyez déjà cette histoire, mais moi je trouve que déjà à ce niveau, pour qu'un enfant de cet âge imagine des scènes de violence, c'est pas possible. Parce qu'un enfant n'est pas un être violent de base. Un enfant qui n'a jamais vu de guerre, jamais vu d'images traumatisantes, comment fait-il pour faire des cauchemars? Comment fait-il pour rêver de choses de sang? Comment fait-il pour dessiner sur des papiers des scènes de guerre avec des avions? Un jeune enfant de 3 ans, comment il fait pour raconter une vie avec des détails s'il s'agit d'une imagination? Jusqu'à donner le nom d'une personne, le nom exact d'une personne, c'est-à-dire son prénom et son nom de famille. Comment fait-il pour préciser le nom des avions? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, cet enfant a dit que c'était un corsaire qu'il pilotait lorsque il a craché. Comment cet enfant fait pour savoir exactement ce que son ami Jack Larsen conduisait? Un bolide dont j'ai oublié le nom, je vous le mettrai certainement quelque part. C'est déjà invraisemblable. Et cet enfant a tellement de connaissances sur les avions. Pour une personne qui n'a jamais étudié l'aéronautique, il arrive dans un meeting où il n'y a que des avions. Il a des connaissances inouïes. Il connaît pratiquement chaque pièce des avions de guerre. C'est vraiment intriguant. Et je comprends le père qui va chercher à faire des recherches, même s'il ne croit pas forcément à des histoires de réincarnation. Alors le père fait donc ses recherches. Il va se rendre compte que ce que son fils lui a dit, pratiquement tout est vérifié. Il va effectivement trouver le nom d'un porte-avions qui s'appelle le Notana Bay, comme son fils lui avait dit, un porte-avions américain qui aurait été conduit par un certain Jack Larsen, d'après ce que son fils lui avait dit. Donc il est déjà sur une piste. Ce porte-avions américain existe bel et bien. Mais ce n'est pas tout. Continuons ses recherches. Le père va trouver dans les archives de ceux qui ont eu à conduire ce porte-avions américain un certain nom. Il va effectivement trouver le nom de Jack Larsen. Exactement le nom que son fils lui a donné lors de leur entretien. Alors le père, il est vraiment choqué. Il continue donc. Et cerise sur le gâteau, ce qui va vraiment venir permettre au père de savoir ce qui s'est passé, il découvre que Jack Larsen, ce ex-ami ou bien l'ami antérieur de son fils, est encore vivant. Bien évidemment, il est vieux, mais il est encore vivant. Alors, il se dit,
qui va aller à sa rencontre afin de parler avec lui et voir ce qu'il dira. Ce qui va bien évidemment se faire et devenir quoi? Ce certain Jack Larsen va effectivement affirmer qu'il se souvient d'un ami qu'il avait eu lors de l'époque de la Seconde Guerre mondiale du nom de James Houston. Alors, ce James Houston serait-il en fait le James Leneging de maintenant? Excusez-moi si je ne prononce pas très bien son nom américain. Serait-ce vraiment lui? Et il va ajouter que ce certain James Houston, effectivement, était mort dans le corsaire de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique lors d'un crash à cause d'une attaque japonaise. Exactement, mot pour mot, ce que son fils lui a dit. Et le père là, il se dit, mais peut-être vrai. Mais encore, ses croyances religieuses lui empêchent de totalement adhérer à cette idée. Bien que l'ami en question ait confirmé les dires de son petit enfant de 3 ans, le père avait encore des doutes. Il fallait une dernière chose pour vraiment venir lui faire croire que cette affaire de réincarnation est peut-être vraie. Que peut-être ce soldat américain a été réincarné et que c'est lui. La dernière chose qu'ils vont découvrir qui va vraiment venir leur faire croire que leur fils est la réincarnation de ce soldat, c'est qu'ils vont apprendre qu'une des sœurs de cet ancien soldat américain est encore vivante. Elle a 84 ans, affirme-t-elle, mais elle se souvient parfaitement de son frère. Donc elle saura si c'est lui ou pas. Alors sans attendre, le père de James décide d'appeler sa sœur en question. Et pendant l'échange téléphonique, sa sœur qui s'appelle Anne, la sœur de James qui s'appelle Anne, James va dire pendant l'appel téléphonique, va l'appeler Annie. Et sachez que Annie, c'était le petit nom que James lui donnait quand il était encore vivant. James Houston lui donnait quand il était encore vivant, quand ils étaient frères et sœurs. Et c'est d'ailleurs lui seul qui l'appelait de ce petit nom-là, Annie. Alors Annie va être un peu sur le choc. Et pour finir de convaincre les parents que c'est le soldat qui a été réincarné, James va poser une question à Annie dont seuls les membres de la famille connaissent la réponse, dont seuls les membres de la famille savent c'est quoi. James va demander si la peinture, la toile que la grand-mère avait faite d'elle existe toujours. Et là, Annie, ou plutôt Anne, sera choquée. Parce que à part elle, qui est bien évidemment encore vivante, personne d'autre n'avait la connaissance de l'existence de cette toile. Alors là, elle se dit que c'est certainement son frère. Parce que seul un membre de la famille peut reconnaître, peut avoir cette information-là. Et les parents finissent par abdiquer. Même le père, qui était vraiment réticent, se dit qu'il s'agit réellement de James Houston qui s'est réincarné en leur fils, James Leneging. Excusez-moi. Et autre chose que je trouve intriguant, c'est que dans les deux vies, ce petit garçon s'appelle James. Bizarre. Dans l'autre vie, il s'appelait James Houston et dans cette vie, il s'appelle James Leneging. Waouh. Donc, nous ne savons pas, mais tout porte à croire qu'il s'agit bel et bien du soldat américain qui est mort lors du crash du Corsair, lors du raid aérien contre les Japonais dans le Pacifique, que c'est bel et bien lui qui s'est réincarné. Nous ne savons pas s'il se souvient toujours de cette histoire parce que la légende raconte que généralement, si cette affaire de réincarnation est vraie, les enfants se souviennent jusqu'à un certain âge, puis quand ils commencent à grandir, ils oublient tout de leur vie passée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que cette histoire est vraie ou qu'elle a juste été inventée pour faire parler la toile, pour mettre les yeux sur cette famille et tout? Franchement, j'ai trouvé cette histoire passionnante. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Certainement, nous aurons plein d'autres histoires comme